Dans la vidéo précédente, on avait traité les choses de manière macroscopique, c'est-à-dire en considérant un dispositif conducteur dans son ensemble. On avait considéré le courant I qui traversait toute la section d'un conducteur, qui était causé par la différence de potentiel entre les deux extrémités de ce conducteur, et pour un conducteur ohmique, ce courant qui était causé par la différence de potentiel était aussi limité par la résistance de ce conducteur, qui était supposée constante pour un conducteur ohmique, et elle-même dépendait non seulement de la constitution du matériau conducteur, mais aussi de la géométrie du conducteur, à savoir sa section transversale et sa longueur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du conducteur d'un point de vue microscopique. Tout d'abord, lorsqu'on relie les deux pôles d'une source de tension, le champ électrique qui était à l'origine dipolaire change de configuration et devient longitudinal dans le câble. Ce changement de configuration s'opère à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire la vitesse à laquelle en fait n'importe quel changement de champ électrique ou de champ magnétique voyage dans l'espace. Maintenant, mettez-vous à la place d'un électron de conduction. À votre échelle, ce qui va causer votre dérive lente dans ce câble, c'est pas la différence de potentiel entre les deux pôles de la source, mais bel et bien à votre échelle, le champ électrique dans lequel vous êtes plongé. Donc à l'échelle microscopique, ce qui compte, c'est pas la différence de potentiel de part et d'autre du conducteur, mais le champ électrique à l'intérieur de ce conducteur. Parce que les dimensions du conducteur, pour l'échelle d'un électron, c'est des ordres et des ordres de grandeur au-dessus. On peut faire l'analogie avec une cascade macroscopiquement. L'eau chute parce qu'il y a une différence d'altitude entre le haut et le bas de la cascade. Mais si vous pouviez être une goutte d'eau, la taille de la cascade vous dépasse complètement. Si vous êtes une goutte d'eau, vous chutez parce que vous êtes plongé dans le champ gravitationnel de la Terre. Continuons l'analogie. Même si le débit dans le cours d'eau, dans la rivière, est à peu près constante, si l'écoulement se resserre quelque part, par exemple ici, la vitesse des gouttes d'eau va augmenter ici. C'est un peu la même chose qu'avec un tuyau d'arrosage. Vous avez certainement déjà resserré l'embout d'un tuyau dans vos mains et vous avez vu que la vitesse du jet d'eau augmente à ce moment-là parce que l'écoulement d'eau dans le tuyau est incompressible. Si vous comprimez le tuyau, l'écoulement va aller plus vite pour conserver le débit. Donc pour la goutte d'eau, tout se passe comme si localement, le courant était plus fort là où l'écoulement est resserré. Donc cette goutte d'eau dérive, si on veut bien, plus vite à cet endroit-là. Eh bien en électricité, c'est la même chose. On sait que l'intensité du courant, c'est-à-dire le débit de charge, est le même à travers un conducteur, quelle que soit en fait la section de ce conducteur qu'on considère, ça pourrait être celle-ci, mais ça pourrait aussi être la section ici qui est plus restreinte, après une partie convergente. Donc si on prend un petit groupe de charges positives, donc de porteurs de charges positives qui portent le courant, si on le considère ici et ici, donc en ces deux points, et puisque l'écoulement de ce fluide électrique, si on peut dire, est plus resserré, les porteurs de charges vont dériver plus vite en ce point-là qu'en ce point. Et pour définir cette idée de courant local de charge en ce point et ce point-là, on ne va pas considérer l'intensité du courant à travers la section entière du conducteur, mais on va définir ce qu'on appelle une densité de courant, on le note avec la lettre J, et on va le définir comme l'intensité du courant divisée par la section. Donc les unités, on voit que ça va être des ampères par mètre carré ou des coulombs par seconde par mètre carré. Si on la définit comme ça, on voit en effet que cette densité de courant est supérieure en ce point-là où l'écoulement est plus resserré qu'ici, parce que la section est plus petite. En plus, on va considérer qu'il s'agit d'une quantité vectorielle, parce qu'étant donné ici qu'on a une section qui est convergente, la direction de ce vecteur va différer selon qu'on considère ce point-là, ou encore ce point-là. Donc les vecteurs densité de courant ont une direction, et ça va être une direction qui va être parallèle à la vitesse de dérive. Alors ok, vous pourriez vous demander dans quel type de conducteur bizarre est-ce qu'on a des parties convergentes.
Alors, bienvenue dans le monde de l'électronique miniature, de la micro et de la nanoélectronique. Eh bien, par exemple, ici, vous avez un circuit typique que vous avez sur des cartes d'ordinateur, mais vous avez le même type de circuit dit imprimé aussi à l'intérieur de vos calculatrices sur des plaques de résine. On a collé des parties conductrices, ici des canaux conducteurs qui relient eux-mêmes différents éléments. On a ici par exemple différents composants miniaturisés SMD qui sont des résistances, vous les voyez notés R, et vous avez ici un CPU, un microprocesseur. C'est intéressant de voir que même sur cette carte de circuit imprimé, la section, la largeur de ces petits canaux n'est pas tout le temps constante. Donc on va avoir forcément des éléments convergents. À l'intérieur même de ce microprocesseur, on a aussi un circuit. Si on pouvait le couper en deux, on verrait qu'on a ici que toutes ces petites pattes sont elles-mêmes reliées à une partie qu'on appelle le chip, qui est lui-même aussi un circuit. Et voilà, la photo au microscope d'un chip, vous voyez toutes les petites pattes qui partent ici, et à l'intérieur, tout un circuit fait de transistors qui sont gravés en fait de manière lithographique à partir d'élimination à UV. C'est tout un processus super intéressant à lire, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, sur un wafer en silicium. Gravure sur un wafer en silicium, et on a ici tout un circuit. Et vous voyez que les canaux de ces différents circuits n'ont pas forcément une largeur constante, encore une fois. Finalement, comme pour l'exemple de la goutte d'eau, cette densité de courant au courant local doit dépendre de la vitesse de dérive. Plus les porteurs de charge dérivent vite, plus cette densité de courant va être grande. Donc on va pouvoir relier l'un et l'autre sous la forme d'une égalité vectorielle, donc on va cette fois écrire J comme un vecteur, et on va relier la densité de courant à la vitesse de dérive, qui est elle aussi, cette fois, exprimée vectoriellement. Donc on a une égalité vectorielle en deux vecteurs qui pointent dans le même sens. Alors pour les unités, j'indique ici la vitesse de dérive en mètres par seconde. Et puis on doit avoir quelque part des quantités qui vont relier ces deux vecteurs, donc des quantités scalaires. Alors intuitivement, la densité de courant, qui est une densité de courant de charge, doit dépendre de la concentration des électrons dans ce courant, donc du nombre d'électrons par unité de volume. Autrement dit, la densité électronique, petite n, ça c'est des 1 sur mètre cube en unité. Mais attention, c'est aussi une densité de courant de charge justement, donc il faut tenir compte de la charge élémentaire, c'est-à-dire la charge portée par les électrons. Dans ce cas-là, les porteurs de charge positive, donc on considère que c'est une charge positive, et ça, c'est des coulombs. Alors si on compare les unités, on devrait avoir une égalité, on check, on a des mètres cubes, donc il nous reste des mètres carrés, des coulombs par seconde, par mètre carré, on a bien des ampères par mètre carré. Donc ce que j'aime bien dans cette équation, c'est que la densité de courant du coup porte bien son nom, parce qu'on voit qu'en fait il s'agit d'une vitesse de dérive fois la densité électronique. Donc c'est la vitesse à laquelle la densité électronique dérive. C'est bien une densité de courant. Donc j'aurais pu aussi rajouter des vecteurs vitesse de dérive qui devraient pointer dans le même sens que les vecteurs J. Si ça c'est un vecteur J, ça devrait être le vecteur vitesse de dérive. Et bien vous vous rappelez aussi que une fois que les pôles de la source de tension étaient connectés, eh bien le champ électrique était longitudinal dans le conducteur. En particulier, il doit suivre la forme de ce conducteur. Donc ce qu'on a représenté ici en bleu, c'est en fait les lignes de champ électrique à l'intérieur de ce conducteur. Et vous savez aussi que les porteurs de charge positive dérivent justement dans le sens du champ électrique, c'est ce qu'on voit. VD est collinaire aux lignes de champ. Et de même, la densité de courant, qui est aussi collinaire à VD, du coup, va aussi être dans le sens des lignes de champ. Donc je vais noter ça ici. La densité de courant est un vecteur qui doit aussi être dans le même sens que le champ électrique local, qui dépend bien sûr du point considéré. On voit que les lignes de champ peuvent ici converger. Et c'est plus en fait que juste une parallélité ou une collinéarité, parce qu'on a aussi identifié le champ électrique comme la cause de ce courant local. Donc comme la cause, je vais remettre en rouge, la cause de la densité de courant.
On va donc pouvoir chercher une relation de cause à effet entre les deux, qui est plus connue sous le nom de loi d'Ohm microscopique. Dans sa forme macroscopique, qu'on appelle aussi parfois globale, donc on considère un conducteur dans son ensemble, la loi d'Ohm nous dit que si le conducteur est ohmique, donc de résistance constante, eh bien le courant qui le traverse est causé par la différence de potentiel entre les deux extrémités de ce conducteur, et le courant est limité par la résistance de ce conducteur. Et bien maintenant, par analogie, on va écrire la loi d'Ohm microscopique, et cette fois on va l'écrire sous forme vectorielle pour la densité de courant. On va dire que la densité de courant est causée par le champ électrique au point considéré, et elle est limitée, non pas par la résistance, mais attention, par quelque chose qui cette fois ne dépend plus de la géométrie du conducteur entier, mais seulement du matériau. Il s'agit donc de la résistivité. Donc on a établi cette loi d'Ohm microscopique purement par analogie avec la forme de la loi d'Ohm macroscopique. Je vous laisserai en exercice de pouvoir faire le passage formel de l'un à l'autre. Donc en résumé, lorsqu'on prend un point de vue microscopique, on ne considère pas le courant qui traverse tout un conducteur dans son ensemble, mais on considère la densité de courant en différents points particuliers, par exemple ici, qui est définie comme l'intensité du courant qui traverse cette section, divisé par cette section, et c'est un vecteur. Ce vecteur, c'est un vecteur qui est collinaire à la vitesse de dérive et aux lignes de champ électrique, qui sont celles-ci. Donc localement, le courant local ou la densité de courant va toujours dans le sens des lignes de champ, et on peut l'exprimer vectoriellement en le reliant à la vitesse de dérive comme une densité de charge qui dérive à une certaine vitesse. Finalement, on a établi une loi de cause à effet entre cette densité de courant qui est l'effet causé par le champ électrique local dans le conducteur et qui est limité par la résistivité